dans le mariage de Figaro que l'on trouve peut-être le plus long monologue du théâtre français. À travers le personnage de Figaro, Beaumarchais exprime toute la lassitude de sa propre existence. Jamais peut-être aucun personnage n'aura délivré plus authentique vérité. Ce qui est le plus surprenant, c'est l'intemporalité de ce texte. Le pouvoir, les censeurs, l'hypocrisie, l'injustice ont peut-être changé de visage, mais trouvent toujours cruellement leur place dans nos sociétés, que l'on soit au XVIIIe ou au XXIe siècle. Beaumarchais porte dans son sang l'ADN de la révolution et de la liberté d'opinion, et il a tout légué à son personnage le plus célèbre, Figaro. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Si l'on refuse les critiques négatives, alors quel crédit donner aux compliments ? Le mariage de Figaro, c'est l'histoire d'un homme qui s'apprête à épouser la femme qu'il aime. Il est au service d'un comte, un homme fortuné et pourtant déjà marié, qui se met en tête de séduire sa belle. Ses avances se font de plus en plus lourdes. Le type qui pense que tout lui est dû rejette les refus polis de Suzon, qui décide alors d'aller trouver la comtesse. Ensemble, elles décident de lui tendre un piège. Suzon lui fait passer un petit mot pour lui donner un rendez-vous, en pleine nuit. Figaro le trouve et croit qu'il est en train de perdre sa Suzon. Mais Suzanne est bien plus maligne que ça. Oh, femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant le perfide, et moi, comme un benet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes, et vous voulez jouter ? On vient, c'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà, faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussée. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou ? Je broche une comédie dans les mœurs du sérail, auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire aux princes mahométains, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate en nous disant « chiens de chrétiens ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève alors une question sur la nature des richesses,
Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Aussitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir, on pense à moi pour une place. Mais par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler, je me fais banquier de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter, je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde, et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis, laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat. C'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Non, ce n'est pas nous. Mais qui donc? Oh, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune. Ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Suzon, que tu me donnes de tourments. J'entends marcher.
voici l'instant de la crise.